هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا. Salam, nous nous intéressons une nouvelle fois à la maladie de Fabry. Pour résumer brièvement, il s'agit d'une affection héréditaire expliquée par l'absence d'une enzyme dont le rôle est de dégrader certains types de lipides. L'accumulation de ces derniers dans les cellules de différents organes du corps pose problème. باختصار حالة موروثة تفسر بغياب أنزيم يتمثل دوره في تحطيم أنواع معينة من الدهون. تراكم هذه الدهون في خلايا أعضاء الجسم المختلفة يمثل مشكل في مرض فابري. اليوم نركزوا على الجانب العصبي مع ضيفنا. C'est une maladie progressive multisystémique héréditaire caractérisée par plusieurs symptômes. On peut citer les symptômes neurologiques, les symptômes dermatologiques, rénaux, cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Axons aujourd'hui justement sur le volet neurologique avec notre invité dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Smaïl Daoudi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Petite définition pour commencer. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation et le sujet choisi est très intéressant puisque pour la définition, il y a deux termes très importants à retenir. Donc c'est une maladie métabolique, donc c'est une maladie du métabolisme, on le verra tout à l'heure des sphingolipides, mais également une maladie héréditaire, donc Wiratia, comme vous l'avez si bien dit. Donc le fait que ça soit une maladie métabolique, mais surtout héréditaire, avec un mode de transmission assez spécial, puisque c'est une maladie liée au chromosome, liée à l'X plutôt, il est capital d'en parler dans un pays comme le nôtre, puisque ce genre de maladie qui a cette spécificité héréditaire se voit et lié à un phénomène qu'on voit fort heureusement de moins en moins dans notre pays, qui est la consanguinité. Donc je reviendrai peut-être plus tard par rapport à ces chiffres, puisque vous savez que la consanguinité en Algérie est quand même assez présente. On pense qu'il y a un couple sur 4, voire sur 5, quand on prend toute l'Algérie où il y a de la consanguinité, donc qui pourrait augmenter le risque alors la consanguinité نقدروا نعرفوها ولاد العمو ولاد الخوال voilà. Donc c'est les mariages dans la même famille, voire dans le même village où il y a des liens familiaux. Donc ça augmenterait ce risque puisqu'il y a des régions en Algérie où cette consanguinité est très importante, avoisinant les 65 à 70%. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc هذا المرض كما قلت تاع الدهون, donc grosso modo c'est une sphingolipidose ou bien c'est une maladie lysosomiale. Quand on dit maladie lysosomiale, c'est-à-dire qu'il y a deux principes dans les maladies lysosomiales ou de surcharge. Il y a un déficit en une enzyme, donc il y a une enzyme qui est déficitaire, l'hydrolase acide, et il y a la chaîne تاع الدهون كما قلت, donc elle dégrade ce substrat, et le fait qu'il y ait cette maladie, la protéine ou le gène qui code pour la création ou la synthèse plutôt de cette enzyme qui dégrade ces sphingolipides est absente ou en manque. Elle est soit en manque total ou en manque partiel. Et le fait qu'il y ait donc cette absence d'enzyme va provoquer une accumulation de ce métabolite ou de ce produit qui devait être dégradé et qui va créer justement une surcharge. Donc l'absence d'une enzyme va provoquer une surcharge de ce produit non dégradé et qui va se déposer dans différents organes du cœur, donc du corps, donc le cœur, le cerveau, le rein, les yeux, la peau et différents organes. Donc grosso modo, c'est une maladie métabolique de surcharge due à un déficit enzymatique qui est cette fameuse enzyme l'alpha-galactosidase A qui provoque une accumulation, donc c'est ce G3B, donc le globo-triosylcéramide qui s'accumule au niveau de différents organes. C'est pour ça qu'on parle de maladie ubiquitaire et elle touche différents systèmes utiles pour le fonctionnement de l'organisme, mais surtout qui peuvent mettre en jeu même le pronostic vital de l'individu. Très bien. Voilà, grosso modo. Donc, j'ai parlé de la transmission, j'ai parlé grosso modo de la définition. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que cette maladie est une maladie rare.
fort heureusement. مرض Mais quand نادر. voilà, Nadira, donc elle n'est pas très fréquente, mais je l'ai dit tout à l'heure, là où il y a beaucoup de consanguinité et le manque de conseils génétiques dans les populations où on découvre cette maladie, permet d'entretenir donc cette transmissibilité ou cette transmission. J'aime pas le terme transmissibilité, ça nous renvoie plutôt au Covid, donc j'efface ça, cette transmission. Et l'une des approches les plus importantes, et je vous remercie pour cette émission, c'est de sensibiliser les malades et la population plutôt générale pour le diagnostic, mais également pour le conseil génétique, qu'on verra tout à l'heure avec ces fameux conseils de famille. Alors, on parle de symptômes neurologiques, arad hasabi. Est-ce que c'est finalement les symptômes les plus courants pour Fabry? Alors, je pense que vous aviez organisé une émission que j'ai eu la chance de voir très intéressante avec nos collègues de Néphro qui ont très bien expliqué la maladie de Fabry. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'occasion qui m'est donnée est de revenir un peu sur les manifestations neurologiques est intéressante à plus d'un titre. Alors, parce que le mot d'entrée le plus fréquemment rencontré chez les patients, il est chez l'enfant plutôt de type neurologique. Mais il n'est pas reconnu. Parce que quand on voit les manifestations neurologiques décrites, en gros, dans cette maladie de Fabry, on a trois types de manifestations. Plutôt deux gros types, si on peut appeler ça. Les manifestations du système nerveux central, tout ce qui touche Noukhachouki ou le Moukh, et les manifestations du système nerveux périphérique, donc les nerfs périphériques, ce qu'on connaît, donc le nerf en lui-même. Mais il y a une autre entité qu'on connaît un peu moins, mais que les spécialistes connaissent, c'est l'antenne du système nerveux végétatif ou autonome. Hadi, elle est importante, donc pourquoi? Parce qu'on ne lui accorde pas beaucoup plus d'attention, surtout qu'elle peut être un mot d'entrée dans cette maladie. C'est la première phase de la maladie. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on s'est rendu compte quand on a suivi l'historique de cette maladie, on a effectivement des manifestations ophtalmologiques, on a des manifestations cardiaques, on a des manifestations neurologiques avec des types d'accidents vasculaires, comme vous l'avez si bien dit, on a des manifestations rénales, mais quand on voit le début de la maladie, c'est-à-dire بداية المرض, يبدأ avec des manifestations douloureuses. وهذا الوجع هذا ولا هذا السطر هذا اللي نشوفه عند الدراري entre 6 et 10 11 ans est très important à identifier. يعني التشخيص تاعو مفيد parce نقدروا نديروا un diagnostic précoce et on peut éviter les complications هادو اللي راني نهضر عليهم, c'est-à-dire les complications rénales, les complications vasculaires, les cardiaques et les complications neurologiques et ophtalmologiques. Parce que quand la maladie commence, c'est-à-dire les dépôts هادوك يبداو, اول جهاز ينقص هذا الجهاز العصبي السطحي, c'est-à-dire le système nerveux périphérique. Il y a اما le nerf en lui-même, mais surtout le système nerveux végétatif autonome. C'est des douleurs qui ont des caractéristiques Alors assez justement, particulières. j'allais vous poser la question. Justement, c'est ça Où l'enfant a mal, ce qui va inquiéter le médecin. Exactement. Donc, التشخيص تاع النوع هذا تاع السطر est très important. C'est pas des douleurs qu'on a l'habitude de connaître, c'est des brûlures, c'est des fourmillements. يعني عنده يحس حريق في يديه ولا في رجليه, يحس حريق ولا يديه تنمل ولا elle est engourdie, مدبزة, يقول لك مدبزة au niveau des mains, au niveau des pieds. Et la sensation douloureuse, elle est tellement pas connue, مش معروفة من المريض. Et même parfois même du corps médical en entier, parce qu'on appelle ça les douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques, elles ont des caractéristiques, c'est que c'est des douleurs qui ne ressemblent pas à une douleur quand on a une fracture ou là quand on a quelqu'un nous se blesse. C'est des douleurs qui sont atypiques, à la limite elles sont bizarres, et vous dites je sens ruissellement, je sens des paresthésies, je sens des sensations bizarres. Le fait de mettre des chaussettes, ça me gêne, on dirait que ça provoque une douleur. Et parfois même, il a des sensations de froid. هذا الفروة, هذا البرودة, هذه الإحساس, on appelle ça le froid douloureux paradoxal. C'est qu'il يقول لك مثلا, le petit enfant, il vous dit, j'ai pris un morceau de glace parce qu'il faisait chaud, et quand j'ai mis la glace, quand je l'ai tenu, j'ai eu mal. Donc on appelle ça le froid douloureux paradoxal. Quand vous avez ces signes, c'est très important, parce que je le dis encore une fois, je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous, le fait de diagnostiquer cette maladie de Fabry au stade infantile, pour ne pas dire pédiatrique, est très important pour éviter d'arriver au stade des complications
cardiaque, rénal ou neurologique ou ophtalmologique ou dermatologique, parce qu'à ce stade, les traitements vont éviter et ralentir la maladie. Mais si on commence à diagnostiquer très tôt au stade de douleur neuropathique, on peut éviter les complications qui sont vraiment et pratiquement très dangereuses pour le pronostic vital. Donc, message aux parents clair, il faut s'inquiéter si votre enfant vous dit j'ai des douleurs qui ne sont pas très claires à identifier. Alors, juste une petite parenthèse, donc on va revenir encore au système, à cette maladie, à ces complications neurologiques du système nerveux autonome, c'est que ces douleurs, parfois, elles peuvent être trompeuses. C'est pour ça que cette maladie, moi, je la qualifie, je dis c'est une grande simulatrice. Parce qu'elle touche plusieurs systèmes. Et les tableaux cliniques, parfois, quand le malade, l'enfant, il va aller voir le médecin, le pédiatre, le neurologue ou le médecin généraliste ou le rhumatologue, parce qu'on a plutôt tendance à prendre en considération les douleurs plutôt comme des douleurs articulaires. Donc on va penser à un rhumatologue. Alors on se dit que l'enfant est en train de simuler. Donc on pense, comme les pédiatres adorent le terme syndrome Munchausen, on se dit il simule, donc on peut l'envoyer chez le psychiatre, ou l'on dit à la maman non, comme fichier. Donc méfiez-vous. Mais vous avez vos techniques, vous médecins. Bien sûr, il faut rechercher justement ces douleurs neuropathiques et l'atteinte du système nerveux végétatif avec ses caractéristiques et ces douleurs neuropathiques. Donc il peut être associé à des vertiges, il peut être associé à des troubles gastro-intestinaux, il peut être associé à des anomalies pupillaires. Donc il faut faire un bon examen. Et le signal, vous me donnez aujourd'hui la pêche pour parler d'autre chose. Parfois, ces douleurs sont tellement atypiques qu'elles peuvent toucher certains viscères. Parce que les fibres qui conduisent le système nerveux périphérique sont les mêmes qui conduisent le système nerveux périphérique autonome, qui existent au niveau des viscères, donc l'estomac, le côlon, etc. On peut avoir des douleurs abdominales qui peuvent simuler des urgences. Combien d'enfants ont été opérés pour des tableaux chirurgicaux d'appendicite, alors que quand on fait l'anapathe, parce que c'est une urgence, on peut, à la limite, si l'anapathe de l'appendice opéré est tout à fait normal, penser à chercher ces signes, voire à rechercher notamment cette maladie de Fabry. Donc, elle peut aussi donner, elle peut être source d'erreurs d'orientation diagnostique. C'est pour ça que quand un enfant il a mal, il faut interroger les parents et surtout faire un bon examen neurologique. Donc ça, je vous ai dit, c'est l'enfant. Après la deuxième partie d'évolution de la maladie, vous avez l'apparition de nouveaux symptômes, donc en dehors des symptômes ophtalmologiques, cardiaques les symptômes neurologiques, on a le maître symptôme, c'est l'accident vasculaire cérébral, qui est une fatalité chez un sujet jeune. Donc vous imaginez quelqu'un qui a 30, 40 ou 50 ans qui fait un accident vasculaire cérébral, et on dit grosso modo tout accident vasculaire cérébral qui n'a pas de cause connue, on appelle ça cryptogénique, doit justifier la recherche d'une maladie de Fabry, parce que c'est une maladie qui a un tropisme, عندها حساسيه باش toucher les vaisseaux sanguins et notamment les vaisseaux du cerveau. Donc en plus des vaisseaux cardiaques du cœur, il y a les vaisseaux du cerveau, notamment les régions postérieures. On dit qu'il y a une prédilection pour le tronc vertébro-basilaire, c'est-à-dire la vascularisation postérieure, parce que le cerveau il a deux vascularisations. Il a une vascularisation antérieure, هذه تاع les carotides, et une vascularisation postérieure تاع le tronc vertébro-basilaire. En majorité des cas, il a une prédilection pour le tronc vertébro-basilaire, donc la vascularisation postérieure. Et quand on fait d'ailleurs des IRM, avec l'accident vasculaire, on trouve des anomalies, des modifications des vaisseaux qui peuvent nous orienter vers la maladie de Fabry. Bon, ce n'est pas uniquement ça comme complication neurologique, donc on peut avoir des accidents vasculaires de type ischémique le plus souvent, hémorragique, mais on peut avoir des crises d'épilepsie, on peut avoir plusieurs tableaux cliniques dans le cadre de ce Fabry. On peut avoir des méningites aseptiques, c'est-à-dire des tableaux de céphalée avec vomissement, et quand on fait la ponction lombaire, on ne trouve rien, c'est-à-dire c'est juste une petite réaction inflammatoire, et c'est chez ces gens-là, il faut faire une enquête familiale. Si on trouve, notamment quand c'est un garçon, on peut faire l'enquête, donc soit sur le plan enzymatique avec le dosage de l'enzyme. J'allais justement vous poser la question sur les facteurs de risque. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut les identifier? Est-ce qu'ils sont identifiables? Alors, le gros souci avec les maladies rares, c'est que comme leur nom l'indique, donc c'est pas des maladies très répandues. Donc on n'a pas suffisamment de nombre pour avoir à la limite une approche, j'ai envie de dire, plutôt dans le cadre des facteurs de risque modifiables ou non modifiables, ou des facteurs à la limite qu'on peut éviter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier facteur dans cette maladie, c'est l'enquête familiale.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une suspicion de maladie de Fabry, il faut rechercher s'il y a des stigmates d'atteinte dans les autres membres de la famille. Le deuxième élément, et c'est ça sur lequel donc c'est automatiquement ça sur lequel je vais insister, c'est que c'est une maladie liée à l'X, c'est-à-dire elle est transmise par l'X dans notre patrimoine génétique. Et quand on a un garçon qui est touché, donc c'est plus facile parce que chez le garçon, il y a de la maladie. On dit une maladie est liée à l'X, ça veut dire que les femmes sont plutôt conductrices ou transmettrices. Donc elles ne sont pas très symptomatiques. D'ailleurs, les filles ou les femmes qui ont le gène de cette maladie, ou même quand elles ont elles ne sont pas très symptomatiques. À la différence du garçon, puisque le garçon il a XY, donc la femme elle a XX, quand il a le gène qui code qui est muté, donc vous avez Arab qui apparaissent non seulement plus tôt par rapport à la femme, mais ils sont beaucoup plus sévères. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'abord les autres membres de la famille. Donc il faut faire un examen des autres membres de la famille pour le faire, donc le conseil génétique. Il faut insister que chez les femmes, même si elles sont asymptomatiques ou elles n'ont pas de déficit enzymatique, quand on a une suspicion, il faut faire les tests génétiques. Donc لازم تشخيص الوراثي parce que grosso modo la femme qui a les deux X, on a toujours un X où il y a une inactivation des allèles qui est physiologique. Il y a un risque. Et chez le patient qui a une maladie type maladie de Fabry, on peut avoir cette inactivation des allèles chez le X muté qui porte. Donc on peut ne pas trouver le déficit dans le dosage enzymatique. C'est pour ça qu'il faut aller faire l'étude génétique. C'est pour faire la différence entre l'homme et le garçon. Le troisième élément, chez les femmes qui ont cette mutation ou cette maladie dans la famille, on peut faire aussi un diagnostic prénatal. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, le conseil génétique et le conseil familial est très important. On peut faire le dosage prénatal pour voir, surtout si c'est un garçon, est-ce qu'il va avoir la mutation ou pas. Parlez-nous, professeur Daoudi, des nouveautés thérapeutiques. العلاج اليوم وش يمد كنتائج. Alors, donc, je pense que la médecine a beaucoup évolué et l'exemple est cette maladie d'abord qui était méconnue. Je peux vous dire que depuis 25 ans ou 20 ans, on ne connaissait pas énormément cette maladie. Et le fait d'avoir identifié cette anomalie génétique qui code pour justement la synthèse d'une enzyme a ouvert la porte à rechercher donc cette déficience enzymatique sur le plan de la synthèse et de la production. Et au jour d'aujourd'hui, donc nous savons que cette enzyme déficiente ou cette enzyme déficitaire, on peut la compenser et on peut à la limite la produire et la donner aux patients. Aujourd'hui, donc, puisqu'on sait que cette maladie est due à un déficit total ou partiel en alpha-galactosidase A, il y a une possibilité de donner cette enzyme en substitutif chez les patients qui présentent une maladie de Fabry. Alors, plus tôt elle est donnée, mieux elle évite donc, les complications et les maladies. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut juste savoir qu'on dit que 1% des accidents vasculaires cérébro-ischémiques non cryptogéniques sont dus à une maladie de Fabry. 1% des cardiomyopathies ou des accidents coronariens chez le sujet jeune non expliqués par une autre cause peuvent être dus à une maladie de Fabry. 1% des patients dialysés pour insuffisance rénale terminale non identifiée peut être dû à une maladie de Fabry. Donc le fait de diagnostiquer tôt, avant ces complications rénales, cardiaques et cérébrales, et de pouvoir mettre cette enzyme substitutive va empêcher justement l'apparition de ces complications ou réduire l'apparition de ces complications qui, comme vous le voyez, sont quand même très graves et à la limite non seulement mettent en jeu le pronostic vital dans certaines situations, mais elles mettent en jeu aussi le pronostic fonctionnel. Vous imaginez un sujet de 30-40 ans avec une hémiplégie ou avec une dialyse ou avec un pacemaker. Donc l'objectif c'est de se dire, plus on diagnostique tôt, il y a maintenant à notre disposition des médicaments qui peuvent remplacer cette enzyme déficitaire. À condition يكون تشخيص مبكر. أيوة. Très bien, merci beaucoup professeur. بعض أسئلة المتتبعين نطرحها لك. Première question, lorsqu'un enfant ne transpire pas normalement lors d'une activité physique, donc lorsqu'il fait du sport, est-ce que c'est un signe de la maladie de Fabry?
Très bien, donc il faut juste expliquer pourquoi Réponse courte, si vous permettez. Alors, on appelle ça l'anhydrose, le fait de ne pas transpirer. Il faut juste savoir qu'au niveau de la peau, donc on a l'épiderme, on a une couche qui est constituée de fibres nerveuses, on a une couche vasculaire avec des parois vasculaires ou endothéliales, et on a ces glandes, ces fameuses glandes sudoripares qui suent. Donc cette sueur qui a un rôle physiologique, c'est de protéger la température du corps. C'est pour ça qu'on sue. Donc quand on ne sue pas, donc cette température, elle s'élève. Donc imaginez-vous chez un enfant qui a une fragilité par rapport à la température, qui ne sue pas, qui a une atteinte du système nerveux végétatif dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de ça que justement c'est dû à ça, c'est cette anomalie du système nerveux végétatif qui fait que les glandes sudoripares, ces glandes qui nous donnent de la sueur, ne fonctionnent pas. Et on a cette anhydrose, ou ce manque de sueur, qui fait qu'au lieu de sécréter ces sueurs qui contiennent de l'eau pour permettre une température normale, vont ne pas le faire, et cet enfant va développer de la fièvre, il va développer une intolérance à la chaleur, une intolérance donc à l'effort. Et parfois ça peut mener jusqu'à des complications très dramatiques. Mais ça peut être un signe qui alerte les parents. Alors, il peut alerter les parents, mais avant de penser aux maladies de Fabry, donc cet enfant doit consulter, parce que pour arriver au stade d'anhydrose, c'est quand même rare, c'est plutôt de l'hypohydrose. Il faut juste savoir qu'avant de dire que c'est dû à une maladie de Fabry, ça peut être d'origine traumatique, quand on a une blessure qui peut toucher vraiment la peau, etc. On peut avoir une diminution de la sécrétion de ces glandes sudoripares. Ça peut être d'origine inflammatoire, donc on peut avoir certaines maladies inflammatoires, on peut avoir certaines maladies infectieuses qui peuvent donner aussi des troubles de la sudation, donc l'exemple est ce qu'on vit actuellement. Après, on peut avoir aussi certaines maladies inflammatoires, mais aussi certains médicaments. Certains médicaments peuvent donner cette diminution de la sudation. Mais chez l'enfant, je pense qu'il faudrait consulter très rapidement soit le pédiatre ou le dermatologue, et généralement pour poser rapidement le diagnostic d'un trouble de la sudation chez un enfant pour une maladie de Fabry, il faut trouver d'autres signes d'atteinte du système nerveux végétatif, entre autres ces paresthésies, ces douleurs neuropathiques, etc. Mais il faut consulter. D'accord. Rapidement aussi d'autres questions. Une exposition prolongée au soleil est-elle dangereuse pour un Fabry ? Oui, alors, je viens de vous expliquer qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, au fait, dans le Fabry, vous avez très bien dit, quand vous avez commencé, vous pouvez avoir des manifestations un peu éparses. Et rappelez-moi de vous parler tout à l'heure, parce qu'il y a un petit point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est les problèmes gynécologiques. Le malade que j'ai vu qui avait cette intolérance, la malade, elle avait effectivement une intolérance à la chaleur. C'est encore une fois dû à ces anomalies du système nerveux végétatif. Donc soit on peut avoir une hypersudation ou on peut avoir une hyposudation, c'est-à-dire une hypohydrose. Et le fait d'avoir cette hypohydrose, quand on fait plus on fait de l'effort, plus on sue pour garder une température normale. Donc ces malades qui ont une anomalie de sudation sur la maladie de Fabry, le fait de faire des efforts et d'augmenter la température corporelle va aggraver l'hyposudation, il va aggraver les douleurs, il va aggraver la fatigue, il va être un facteur, un trigger d'aggravation de la maladie. L'aspect gynécologique, alors, vous pouvez en parler. L'aspect gynécologique, c'est juste une petite observation que j'ai faite sur les 3 familles qu'on a diagnostiquées. Donc on a eu quand même 2 femmes qui avaient donc cette fameuse intolérance à la sueur ou à la chaleur avec des anomalies radiologiques, donc à l'IRM. Et on s'était dit, est-ce que l'IRM c'est de la démyélinisation qui nous renvoie à certaines maladies neurologiques ou plutôt d'origine vasculaire à des vascularites. Et l'une d'elles nous avait dit qu'elle avait fait justement des problèmes d'infertilité. Donc, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Après un seul enfant, elle avait eu des problèmes. Elle avait fait des avortements. Et l'autre avait cette notion d'hypofertilité. Et quand on a comparé les clichés radiologiques, on s'est rendu compte que les aspects radiologiques qu'on avait trouvés pouvaient corréler avec certaines maladies, notamment la maladie de Fabry. Et ça, c'est un message que je lance aussi aux collègues radiologues devant ces aspects un peu de démyélinisation, parce que dans la maladie de Fabry, elle touche les petits vaisseaux et ça peut donner des hypersignaux comme ça à l'IRM. Et j'ai fait une petite revue de la littérature, c'est décrit, c'est rarement décrit, mais c'est décrit cette histoire d'hypofertilité. Et ça peut donner même chez l'homme des tableaux d'azospermie, c'est-à-dire également de troubles
à la fertilité. De manière générale. Voilà. Dernière question, elle est relative à l'actualité. Risque Covid-19 et maladie de Fabry, rapidement, professeur. Alors, je pense que la Covid-19 est une maladie, comme vous le savez tous, qui s'est répandue très rapidement. Donc, pour dire qu'il y a tout spécialement un lien avec cette maladie sur le plan de l'aggravation ou des chiffres, ou de l'incidence, j'ai envie de dire, on n'a pas d'études faites par rapport aux Fabry, mais ce qu'on peut déduire déjà, c'est que toute maladie métabolique qui touche le rein, le cœur, etc., quand vous revoyez ce qui se passe avec le Covid, les facteurs de risque qui ont été incriminés et impliqués dans la gravité de la Covid-19, c'est le syndrome métabolique, le diabète et les atteintes cardiaques et neurologiques. Donc bien évidemment, chez ces patients-là, il faudrait éviter au maximum qu'ils soient contaminés ou qu'ils soient à risque de faire cette infection virale du fait qu'ils aient déjà des comorbidités pas faciles à prendre en charge. Très bien. Merci beaucoup, professeur Smaïl Daoudi. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital de Tizi Ouzou. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles et on ne cessera jamais assez de le répéter. Soyez vigilants en ce moment, toujours avec cette pandémie. À très vite. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا.